Et ce sont les débats entre 11h moins le quart et midi avec vous, avec Geneviève Gotzinger. Bonjour, présidente de l'agence Image. Bonjour Valérie. Vous êtes communicante. Mathieu Alterman, journaliste. Vous êtes auteur. Bonjour. On attend votre prochain livre sur le producteur Norbert Saada qui devrait paraître en juin, c'est ça ? Fin mai, début juin, exactement. Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique. Bonjour. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du CESE. Voilà, merci d'être là, merci d'être avec vous. On va parler de cette polémique, une polémique chasse-l'eau. C'est vrai que parfois c'est un petit peu usant, mais Xavier Bertrand hier proposait des peines automatiques pour les agresseurs de policiers. Éric Dupond-Moretti lui a répondu dans un tweet en évoquant le mot de rafle. Ça a évidemment fait polémique. Est-il prudent de rouvrir les écoles lundi ? Marine Le Pen pense le contraire. Et puis, que reste-t-il du Front républicain du 21 avril ? Tous ces sujets et peut-être d'autres avec vous. Commençons avec quelque chose de positif. Benjamin Cauchy, un coup de cœur pour les... J'allais le donner, votre coup de cœur. Allons-y. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Eh bien, oui, je voulais démarrer par un coup de cœur plutôt léger, parce qu'on a une activité qui est très chargée quand même depuis plusieurs mois, anxiogène. Donc moi, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Elisabeth II, notre reine d'Angleterre. Pas c'est pas la nôtre. C'est pas, on n'est pas quasiment 70 ans de règne sur la Grande-Bretagne et sur le Commonwealth. On peut considérer que cette reine Elisabeth fait aussi un petit peu partie de notre histoire politique, et quand même un chapeau bas à une femme qui a su côtoyer la Seconde Guerre, les phases de décolonisation, la mondialisation, les crises économiques, les crises industrielles, le Brexit, et bref, la couronne britannique est toujours bel et bien présente, et donc c'était l'occasion de mettre un petit clin d'œil et de souhaiter un joyeux anniversaire à cette reine. Alors qu'il y a un petit coup de gueule, Valérie, quand même, parce que je suis assez déçu du match de Toulouse hier en Coupe de France, qui a perdu contre un petit poussé dont je n'arrive pas à retenir le nom, qui s'appelle Rumilly-Veillère, un club de Haute-Savoie. Donc j'ai vu que ça faisait les choux gras sur les réseaux sociaux, que Laurent Wauquiez était ravi qu'un petit club d'Auvergne-Rhône-Alpes gagne face à l'Occitanie. J'ai envie de dire à monsieur Wauquiez, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Bon, alors ça c'était, on sent que c'était le coup de gueule qui vous tenait vraiment à cœur. On va continuer à parler foot. On a les victoires qu'on peut. Hein. Voilà, mais Elisabeth II, effectivement, Elisabeth II, née le 21 avril 1926. Vous vous rendez compte, elle a traversé le siècle, elle a traversé un certain nombre d'épreuves. Elle est le dernier témoignage d'une Europe qui régnait totalement sur le reste du monde. C'est elle qui reste, c'est l'histoire avec un grand H. Et le jour où elle sera plus là, je pense que la monarchie britannique n'existera plus ou sera que symbolique. Oui, ce sera certainement très, très différent. Jean-Luc, on parle foot avec vous ? On va essayer de parler un peu foot. Alors c'est un coup de gueule sans être un coup de gueule, parce que cette histoire de ligue fermée avec les grandes puissances du football, parlé hier, qui tourne en rond depuis des années, entre les clubs riches et les clubs moins riches. Alors là, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est pour ça que c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est que deux clubs riches, notamment le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, ne sont pas entrés dans la danse. Alors c'est assez intéressant à voir les grands équilibres du monde du football, sachant que tout d'un coup, c'est le Qatar qui devient vertueux par rapport aux puissances de l'argent. Voilà, c'est une complexité absolue. Je crois que cette histoire va tomber à l'eau. Elle est en train de tomber à l'eau, d'ailleurs, parce qu'il semblerait que certains clubs anglais qui étaient rentrés dans cette ligue fermée, Manchester City pour ne pas les nommer, en sont déjà sortis. Voilà. Moi, je pense, à ce niveau-là, d'ailleurs, je pense que la réponse de l'État français, de la ministre des Sports, Mme Maracineanu, est une bonne réponse. C'est-à-dire que, c'est déjà suffisamment compliqué, les histoires de finances du monde du football international, des aléas évidemment diplomatiques qui y a derrière tout ça, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. L'existence de la Ligue des Champions telle qu'elle existe et du monde du football tel qu'elle existe va très bien comme ça, même si c'est quand même un milieu de grande puissance financière. Voilà, ça change pas grand-chose, mais cette histoire de ligue fermée, voilà, ça nous a pris 2 jours de discussion globale. Et vous croyez que c'est fini là ? Oui. Je pense que c'est terminé, oui. Je pense que ça fuit. Je pense que ça fuit de toute part parce que ça n'a pas de sens. Voilà. En fait, ils vont laisser des miettes de toute façon à des clubs. Alors, Benjamin parlait de Toulouse, voilà, sans être péjoratif par rapport au club de football de Toulouse. Voilà, s'il y avait une ligue fermée, Toulouse toucherait plus rien. Si la ligue n'est pas fermée,
Toulouse touchera des miettes. Par exemple. Benjamin Cauchy, un avis sur j'ai entendu personne qui était favorable en fait. Oui, effectivement, c'était quand même, on atteignait le paradigme de la puissance fric sur le football. Donc c'est effectivement l'antithèse de ce qu'est l'esprit sportif. Et donc moi je suis bien content pour une fois que l'UEFA ne soit pas l'ange gardien du foot, mais soit le moindre mal pour le foot européen. Soyons clairs. Oui. Mathieu, fouteux, pas fouteux? Je ne sais pas de quoi on parle. En fait. Je veux pas jouer le snob, mais réellement, je connais pas du tout le foot. La seule chose qui m'intéresse sur le foot, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on veut regarder un match, c'est très compliqué. Je pense que ce qui va régir le foot, c'est si demain on crée un Netflix du foot, ce sera eux qui décideront tout, et ça risque fortement d'arriver. C'est possible, mais c'est toujours des histoires. Ça a déjà été essayé, Mathieu, excuse-moi, ça a déjà été essayé, et c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que les grandes puissances financières qui dirigent les médias sont aussi très globalisantes par rapport à tout ça. Donc c'est pas encore fait non plus qu'il y ait un seul réseau qui dirige l'ensemble du monde du football. Délicat. Bon. Délicat. Mathieu, vous, c'est un coup de gueule. Ah oui, c'est un coup de gueule moyennement drôle. C'est sur les indépendants avec la crise Covid. Vous savez, les indépendants ont rempli nos chiffres d'affaires tous les trimestres et on doit payer l'URSSAF. Et je vois grand effort du gouvernement, de l'URSSAF, qui dit vous avez le droit d'ajourner, enfin de 2 mois, on vous donne 2 mois de plus de délai pour payer votre URSSAF. J'ai envie de dire, mais attendez, qu'on me donne 2 mois de délai pour le payer ou de le payer tout de suite, il n'y a aucun changement. Je pense qu'en cas avec la crise, plus d'argent dans 2 mois. Ça ne change rien. On n'aura pas plus dans 2 mois. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas un effort en divisant les cotisations, parce qu'on est à 22,20. On pourrait nous mettre symboliquement pendant un semestre à 15, à 10, enfin faire quelque chose pour relancer la consommation. D'autant plus que nous pouvons avoir des aides si nous faisons 50% de recettes de moins versus l'année précédente. C'est-à-dire que c'est absurde. Si vous faites 45% de moins, vous n'avez le droit à rien. Si vous faites 51% de moins, vous avez le droit à quelque chose. Donc c'est encore une fois une manière de gérer purement technocratique avec des tableaux, des chiffres, et c'est pas précis finalement. Ça manque un peu d'humanité et je dois dire que je comprends pas. Je pense que réellement, symboliquement, on aurait pu penser que l'URSSAF dise bon allez, on divise les cotisations par 2 pendant 6 mois, voilà, au moins. Oui. Je sais pas, Geneviève, non, vous êtes... Non, j'ai pas de salarié, moi, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Mathieu. Évidemment, encore une fois, c'est le coup près, quoi. Voilà, et c'est absurde, ça manque d'intelligence, tout court. Ça manque d'adaptabilité à la réalité des situations des entrepreneurs. Surtout, rappelons aux auditeurs, quand vous payez votre URSSAF, vous êtes indépendant, vous n'avez pas le droit au chômage, vous n'êtes pas salarié. Donc quand vous avez moins, donc voilà, c'est aussi pour ça. Non, mais absolument. Ça change rien pour vous en termes de trésorerie, quoi. Rien du tout, comme de 2 mois ou tout de suite, ça change rien. Moi, je voulais faire un coup de cœur à Stéphane Bern, qui a réussi à sauver une maison alsacienne du XVIIIe siècle. C'est en Alsace, et c'est un maire. Enfin, il était question qu'une maison à Colombage soit détruite. Et voilà, Stéphane Bern se bat vraiment avec beaucoup de conviction. Il est très investi, il écoute, il regarde, il répond. Et je trouve que c'est important de préserver notre patrimoine. On parlait tout à l'heure des éoliennes avec cette mer, et je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions sur les éoliennes. C'est un sujet qui vous touche beaucoup, et ça a un rapport avec l'environnement. Et quand on voit comment la France parfois peut être défigurée par certains ronds-points ou certains maires bétonneurs qui acceptent aujourd'hui qu'on détruise des joyaux du patrimoine, voilà, je voulais lui tirer un coup de chapeau. C'est pas spécialement un copain, j'ai jamais déjeuné avec lui ni quoi que ce soit, mais je trouve qu'il est très efficace. Je sais pas si non, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est un vrai passionné du patrimoine, c'est un vrai défenseur. Tout ça est juste. Jean-Luc. C'est Stéphane Bern qui va remplacer la reine d'Angleterre, tout le monde sait ça. En tout cas, il en parle bien. Je voudrais juste mettre un petit bémol, parce que c'est très bien de protéger effectivement les joyaux du patrimoine, mais il faut avoir les moyens de les entretenir. C'est vrai. Donc c'est quand même un autre problème. C'est-à-dire que si on protège énormément de bâtiments qui, au bout de 10 ans, tombent en ruine, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai. C'est vrai aussi qu'il faut qu'il y ait des aides particulières. Allez, on va marquer une pause, c'est l'heure des infos, et on se retrouve avec le coup de gueule ou le coup de cœur de Geneviève Gotzinger, qui va nous amener sur nos débats. Des peines automatiques pour les agresseurs de policiers, c'est ce qu'a proposé hier Xavier Bertrand. On va parler de nos écoles qui rouvrent lundi. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour débattre et commenter l'actualité avec Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes communicante. Mathieu Alterman, journaliste. Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Pardon ? Non, je pensais que vous nous parliez, et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. On va revenir sur la déclaration de Xavier Bertrand. Faut-il des peines automatiques pour les agresseurs de policiers? Et la réponse d'Éric Dupond-Moretti qui a fait réagir. Et puis, faut-il rouvrir les écoles lundi? C'est ce qui est prévu. Moi, je me dis, qu'est-ce qui a changé depuis 3 semaines? Enfin, je suis un petit peu polémique, mais est-ce qu'il y a des autotests qui sont disponibles? Est-ce qu'on a vacciné les enseignants? Qu'est-ce qui a changé depuis 3 semaines? La situation sanitaire s'est pas améliorée. Bon, ça y est, je suis en boucle. Et puis, si on a le temps, on parlera du 21 avril. Que reste-t-il de ce front républicain? Alors, Geneviève Gotzinger, votre coup de cœur? Eh bien oui, pour Xavier Bertrand, justement. Oui. Alors, pas spécifiquement pour sa déclaration sur les peines de prison automatique, sur les délinquants coupables de crimes ou d'agressions contre les policiers, les pompiers, etc. Pour Xavier Bertrand, d'une manière plus générale, je trouve que c'est un homme qui est méprisé de toutes parts. Et moi, j'en ai ras-le-bol de cette arrogance, de ce mépris dont fait preuve une certaine caste envers lui, politique, qui s'estime arrivé, qui estime que c'est le petit chose, le petit assureur de promesses. Ouais. Il y en a marre de ce discours-là. Je trouve ça littéralement insupportable. C'est un homme qui a des convictions fortes, qui est celui qui est aujourd'hui le mieux placé pour battre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. On pourra en reparler. Qui a peut-être pas beaucoup de charisme, mais qui est solide, qui est extrêmement cohérent, qui a un vrai corpus idéologique, qui a une colonne vertébrale et qui a une vraie envie. Et cette envie, on la sent au fil de ses déclarations. Il a aujourd'hui des prises d'opposition fortes sur un certain nombre de sujets. Je pense au nucléaire, par exemple. Déconstruire l'énergie nucléaire dans ce pays, c'est une catastrophe absolue. Et donc, ce mépris dont il est l'objet, de toutes parts, on l'a encore vu avec Dupond-Moretti, qui a quand même eu une formule absolument scandaleuse en parlant de rafles. Il faut savoir ce que c'est, les rafles, ce que ça évoque dans ce pays. C'est juste, voilà. Et donc, Xavier Bertrand, bravo, c'est un homme qui se bat, et finalement, il est à 16% dans les sondages. 16% à 1 an d'une élection, c'est pas mal. Son ancienne famille politique essaie de le démolir. Ouais. En fait, la droite, c'est ce qu'elle fait de mieux, démolir les siens, très souvent, voilà. C'est ce qu'elle sait faire de mieux. Elle aurait peut-être plutôt intérêt à réfléchir, parce que l'alternative, aujourd'hui, je la vois pas. Oui, mais moi, là où je vous rejoins, et on veut passer à pas, c'est le mépris qu'il peut y avoir. J'entendais ce matin Florent Bachelier, premier questeur République En Marche, qui parlait du tartarin de Saint-Quentin. Donc visiblement, il y a des éléments de langage qui sont là pour parler, pour parler de façon assez méprisante d'un petit assurance. C'est la preuve qui fait peur. C'est la preuve qui fait peur à la Macronie. En même temps, ça a toujours été comme ça à droite. On est passé de Raffarin à quelque chose de radicalement différent à l'époque. Donc voilà, on trouvait effectivement plus élégant avec Villepin. Donc il y a toujours eu ce problème entre est-ce qu'il faut avoir quelqu'un qui fasse région et pas trop parisien, élitiste, intellectuel, tout en étant méprisé par le camp d'en face. Moi je pense, vous disiez, il a envie. Le problème c'est qu'il fait pas tellement envie, parce que est-ce qu'il a vraiment la place sur l'échiquier politique tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas trop proche d'Emmanuel Macron politiquement? Qu'est-ce qu'il distingue vraiment? Pas grand-chose. Je pense que le problème il est plus là. À la limite, le mépris, le non-mépris, il y aura toujours ça de toute façon. En droite, il y a toujours eu. Qu'est-ce qu'est Emmanuel Macron politiquement? Pardon. Qu'est-ce que Xavier Bertrand est politiquement? On peut vous dire exactement la même chose. Oui, l'autre, il est centre-droit. Enfin, voilà, je pense que pour les gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron, Xavier Bertrand n'est pas l'élu, en tout cas. Il n'a pas le même discours, quand même. Je parle pour les gens qui vraiment sont anti-Macron. Je ne parle pas pour les gens plutôt neutres, mais sur les gens anti-Macron, ils ne vont pas être pro-Bertrand. Je ne vois pas comment c'est possible, en tout cas. Je ne sais pas. Qui veut Jean-Luc Benamias? Là où je suis assez d'accord, c'est qu'il est méprisé. Maintenant, l'avenir de Xavier Bertrand se joue dans quelques semaines au niveau des élections régionales. Alors on en reparlera après. C'est-à-dire que si il perd la région Hauts-de-France, la chose sera finie. Il aura perdu la région Hauts-de-France, ce qui est une possibilité en tous les cas. Voilà. Après, moi, j'ai connu cet homme quand je faisais des émissions de foot sur une autre radio, et c'est un très fort connaisseur du monde du foot. Ce qui est plutôt pour moi relativement positif, c'est-à-dire que c'est un garçon qui connaît un peu les envies. Je le prends comme une attaque. Là. Oui, c'est un petit côté méprisant quand même. Il y a un côté un peu méprisant quand même. Mathieu,
on a totalement le droit de ne pas aimer, de ne pas être intéressé par le sport professionnel, ainsi de suite. Hein. Oui, non, mais bien sûr. C'est un peu comme c'est quoi, vous dites, en Angleterre de pas être royaliste et d'aimer la reine d'Angleterre. Hein. C'est aussi vous dites un homme qui aime le foot ne peut pas être fondamentalement mauvais, c'est ça? Je dis simplement par rapport à ça que, voilà, moi je pense que ces élections présidentielles et les sondages qui sortent aujourd'hui, certes, ont une valeur momentanée, mais pour l'instant, rien n'est fait du tout. Non. Benjamin Cauchy, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Geneviève Gotzinger? Oui, alors, un coup de cœur, j'irai quand même pas jusque-là, Geneviève, il ne faut quand même pas s'emballer, on est à un an de l'élection présidentielle. Le fait qu'il soit méprisé, je suis assez d'accord avec vous. Moi qui suis originaire du même département de Xavier Bertrand, qui suis né à Saint-Quentin, vous voyez, ça ne s'invente pas, qui a eu le pied à l'étrier il y a 20 ans cette année par Xavier Bertrand, qui m'avait poussé à faire une cantonale pour le RPR. Vous voyez, donc je connais Xavier Bertrand depuis une vingtaine d'années. C'est un pari risqué qu'il fait, parce qu'effectivement, la ligne politique par rapport à Emmanuel Macron est relativement mince. Il y a quand même une grande partie des Républicains qui aspirent à une ligne beaucoup plus conservatrice, un peu plus dure quand même, il faut dire les choses. Et j'ai regretté dans ce début de campagne, enfin moi c'est quand même déclaré 3 fois déjà Xavier Bertrand. Hein. C'est quand même le premier principe de la pédagogie, c'est la répétition. Donc ça, on a bien compris. Mais plus sérieusement, je l'ai trouvé plutôt court sur la question de l'Union européenne et justement au regard de cette crise du Covid et cette mise en exergue de tous les problèmes qui ont été liés à notre perte d'indépendance nationale, je l'ai trouvé un petit peu court. Donc moi je dirais ok, chapeau d'y aller. C'est vrai qu'il met en péril la primaire de la droite des Républicains, il faut être au clair. Et donc s'il met en péril la primaire de la droite des Républicains, ça veut dire qu'il permet également à créer un espace entre lui et le Rassemblement national qui, bon an, mal an, on le regarde dans les intentions de vote, correspond à 15 à 20% d'un électorat potentiel. Donc moi, je serais quand même assez vigilant sur l'aventure de Xavier Bertrand. En tout cas, effectivement, il est courageux et le mépris de classe est juste insupportable. Et ça fait écho aux Gilets jaunes, si je peux me permettre 10 secondes, Valérie, qui disait qu'effectivement, il y avait une classe politique qui ne ressemblait pas aux gens. Bon, écoutez, pour une fois que c'est un assureur, moi qui suis également un ancien assureur, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient. Oui, mais je pense que c'est un argument qui peut se retourner contre eux. Bah, parlons de cette proposition. C'est vrai que le verdict de Viry-Châtillon a beaucoup fait réagir et il a proposé de mettre en place des peines de prison automatiques minimum d'1 an non aménageables. Alors il a été moqué hier et repris par un certain nombre de magistrats qui disaient que ce n'était pas possible. Il faudrait réformer la Constitution. Il n'aurait pas pu y avoir d'acquittement, c'est ce qu'a dit Xavier Bertrand. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, hier, a tweeté en disant « Aucun policier, aucun magistrat n'acceptera de substituer le principe de la justice à la logique de la rafle ». Ce mot de rafle, évidemment, n'étant pas totalement anecdotique, même pas du tout. C'est absolument lamentable. La réaction de Dupond-Moretti est lamentable. On est tous d'accord. En même temps, la proposition de Xavier Bertrand, elle est également un peu populiste parce qu'à ce moment-là, on peut proposer des peines planchées pour tout ce qui existe. Enfin, vous voyez, ça ne tient pas la route. Enfin, mais encore une fois, Florent Bachelier, ce matin, évoquait l'idée qu'on puisse peut-être avoir une peine pour ceux qui s'attaquent aux élus, aux policiers, qui est quelque chose de spécifique dans les textes. Oui, moi je trouve que c'est un argument de communication qui n'est pas vraiment compatible avec... ceci dit, on a énormément de juristes, dont Émile, qui ont réagi en disant bah oui, d'accord, mais enfin, à ce moment-là, il faut effectivement une vraie réforme du droit. Enfin, parce que le problème, moi, c'est pas tant. Je suis pas en désaccord complet sur sa proposition, mais c'est la porte ouverte à n'importe quelle proposition incompatible avec ce qu'est l'État français. Avec ce qu'est l'État français. Donc, et là, ça va être une surenchère de propositions toutes plus farfelues les unes que les autres, même quand derrière, on peut comprendre qu'il y a une véritable raison de les proposer. Et ça, c'est gênant. Non, c'est vraiment une proposition de circonstance. Ça fait proposition de circonstance. C'est vrai qu'il y a un vrai malaise policier, une vraie souffrance des policiers, une incompréhension de ce verdict, on est complètement d'accord. Mais ça met en cause le principe républicain.
pénal d'individualisation des peines. Donc ça, c'est quand même un vrai souci. Ça obligerait effectivement à réformer la Constitution. Mais pourquoi les policiers, les pompiers, davantage que les crimes antisémites ou que les agressions antisémites ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de raison. Encore une fois, oui, on est dans des règles de droit qui doivent s'appliquer à tout le monde de la même manière. Donc je trouve que c'est une proposition qui ne tient pas la route et qui est trop circonstancielle en réalité. Et qui est très étonnante venant de sa part. Moi, je trouve que j'ai été très étonné. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a écouté quelqu'un qui lui a dit place ça peut être pas mal? Je suis assez étonné. Oui, moi aussi. Jean-Luc Benamias. Moi, je pense qu'il a écouté quelqu'un de communicant en disant voilà, tu fais le buzz. Après, moi, plus je regarde l'énoncé des peines de ce procès, je trouve sérieusement que, et c'est normal, dans ce procès, il y a un certain nombre de jeunes qui prennent du lourd pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je le répète, ça a l'air très largement justifié. Donc j'ai du mal à comprendre cette espèce de volonté d'un certain nombre de syndicats de police de remettre en cause cette histoire. Parce que cette histoire est bien plus complexe quand on regarde derrière. Elle n'est pas complexe dans ceux qui ont été condamnés. Elle est complexe dans ceux qui n'ont pas été condamnés. Oui. Oui, c'est ça. C'est l'acquittement. C'est l'acquittement. Il faudrait qu'il y ait une sorte de peine de groupe. C'est-à-dire, vous y étiez, vous avez participé. Donc, mais ça, je ne sais pas si c'est possible. Benjamin Cauchy. Oui, je suis vraiment gêné par rapport à cette affaire. Je suis gêné par rapport à cette affaire parce que toute l'opinion publique a un ressenti extrêmement fort et puissant sur le fait que le fait d'immoler des forces de l'ordre ne soit puni que de ces peines. Et moi, je suis un petit peu surpris finalement de ce concours Lépine là, qui est en train de se mettre en place à un an d'élection présidentielle, à qui mieux, et qui va proposer la meilleure solution. Quand j'ai lu hier que Xavier Bertrand proposait effectivement cette peine automatique d'1 an, je suis pas un juriste, donc je suis allé regarder et clairement, le code pénal prévoit déjà une peine de minimum de 3 ans de prison. Donc si vous voulez, les Français ne demandent pas à créer une nouvelle usine à gaz, à faire des effets de manche pour réformer la justice, mais tout simplement que la loi qui existe et qui est écrite soit appliquée, tout simplement. Donc d'un côté, je comprends que Xavier Bertrand qui finalement, à défaut de répondre au débat, au moins a suscité le débat et donc se place au centre du jeu sur la question sécuritaire, donc en termes de communication il est plutôt bon. Le sujet est suffisamment compliqué pour que personne ne lui tienne grief, plus que cette proposition n'aille pas jusqu'au bout. Mais quoi qu'il en soit, les Français, eux, sentent quand même que les politiques jouent avec la sécurité. Regardez Darmanin et M. Macron qui se rendent à Montpellier et le même jour, la même après-midi, il y a quelqu'un qui est blessé grièvement par balle dans les rues de Montpellier. Donc vous voyez, entre ces effets d'annonce, pour ceux qui ont déjà le pouvoir et ceux qui prétendent et qui aspirent au pouvoir, finalement les Français ont une certaine défiance maintenant. Voilà. Donc si simplement déjà il pouvait, comme dirais-je, ce ministre de la Justice, qui est ni ministre de la Justice ni ministre de la Justesse d'ailleurs, avec ses mots de rafle et tout ça, déjà s'il commençait à faire appliquer strictement la loi, je vous assure qu'on se détendrait sur ce sujet. Et je pense, juste pour ajouter, que les Français en ont surtout ras-le-bol d'entendre que ces faits sont pratiqués par des gens qui sont des multirécidivistes, qui ont été condamnés 10 fois, 15 fois, 19 fois, 20 fois, et qui sont dans les rues, pas du tout en prison. Donc il y a un problème quand même. Bon, on va revenir encore sur cette affaire, parce qu'il y a une polémique, une autre avec Dupond-Moretti, avec le garde des Sceaux, à propos de mots qui auraient été prononcés à l'issue du verdict. Thibault de Montbrial, l'avocat d'une des victimes, d'une des policières, enfin qui était dans la voiture, et qui a affirmé que l'avocat général avait évoqué la richesse pour la France de certains des prévenus. Donc on va y revenir dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, Benjamin Cauchy, Geneviève Gotzinger et Mathieu Alterman. Polémique toujours à propos du garde des Sceaux. Hier, Thierry de Montbrial, qui était donc l'avocat de certains policiers, de la policière en particulier, racontait, je l'avais même évoqué à ce micro, les propos de l'avocat général qui l'avait choqué, puisqu'il avait évoqué en fin de réquisitoire la chance que représentait pour la France ces prévenus. Le garde des Sceaux lui a répondu, écoutez, c'était ce matin. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. C'est pas ça.
C'est pas ça. Oui, donc... ce qu'elle dit, Madame Le Pen, c'est que l'avocat général, directement sous mes ordres, a dit à ces jeunes, donc aux accusés, parmi lesquels des coupables, certains ont été condamnés, vous êtes la richesse pour la société. Je vais vous dire exactement ce qu'a dit l'avocat général. C'est une petite phrase, j'entends vous la lire. Vous pouvez y avoir accès, vous, parce que c'était le huis clos. Vous avez eu accès donc à cette réquisition de l'avocat général. Bien sûr, si je vous dis ce matin que j'ai cette phrase, c'est que je sais qu'elle a été prononcée. Je voudrais d'ailleurs vous dire que quand les procès seront filmés, vous voyez, ça évitera aux populistes extrémistes de raconter n'importe quoi et d'exploiter la justice dans n'importe quelle condition. Laissez-moi vous lire cette phrase. D'abord, elle n'a pas été prononcée en début de réquisitoire, il fait 7 heures, mais à la fin. Et voilà ce qu'il dit. Il dit aux accusés, assumer ses actes et devenir un homme. Pour ce faire, il s'agira de briser la loi du silence, cette omerta génératrice de violence dont vous avez été les auteurs ce 8 octobre 2016. En dialoguant, en échangeant, en parlant non pas pour propager des rumeurs ou parler seulement entre vous, mais avec les autres, tous les autres, au-delà de la rue de la Serpente et de la Grande Borne, avec tous les citoyens venus d'horizons différents qui font la richesse de notre pays, dont vous êtes, ne vous en déplaise, aussi les enfants. Mensonge éhonté, une fois encore, de Madame Le Pen. Voilà, Madame Le Pen ou Thibault de Montbrial qui ce matin a répondu c'est faux ce que dit le garde des Sceaux. Il a effectivement évoqué, l'avocat général a évoqué Paul Ricoeur, mais il a dit mot pour mot, vous êtes une richesse pour notre pays, et il a dit que sa cliente, donc cette policière qui s'était retrouvée prise au piège du feu de cette voiture, avait éclaté en sanglots, et qu'elle n'aurait pas éclaté en sanglots sur une citation simple de Paul Ricoeur. C'est d'entendre vous êtes une richesse pour notre pays qui a déclenché cela. Donc je vois des avocats qui s'étonnent d'ailleurs que Thibault de Montréal, que le garde des Sceaux réagisse. Ah oui, il n'a absolument pas à réagir. Sur un verdict comme celui-là et de prendre la parole. Non, mais il n'a absolument pas à réagir. Je suis très étonné qu'il cite l'intégralité de ce qui a été dit. De plus, c'est un ancien avocat qui lui-même a tenu des propos un peu similaires à ceux qu'on pourrait reprocher d'ailleurs dans des affaires précédentes. Non, mais je pense que c'est une véritable maladresse de l'avocat général, mais il faut qu'on puisse comprendre que malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive très souvent. C'est la règle du droit pur. On peut dire ce qu'on veut, même si on n'est pas d'accord au sein d'un tribunal. Vous avez des avocats, d'ailleurs, je parle pas d'avocats généraux, mais d'avocats qui font bien pire, parce que leur but c'est d'avoir le maximum de clients en cas de problème comme celui-ci. Donc, en fait, c'est un débat sur rien. Je veux dire, Dupond-Moretti n'aurait pas dû intervenir là-dessus. On devrait sortir. Il y a énormément aujourd'hui de médias qui ont du checking sur les fake news. C'est à eux de faire le travail, c'est pas au ministre de le faire. Voilà, c'est pas un média. Dupond-Moretti n'est pas un média. Ouais. Oui, Thibault de Montbrial était au procès, là où n'était pas le garde des Sceaux. Et ce que dit l'avocat de Montbrial, c'est que ce qui fait foi, c'est ce qui est écrit, ce qu'un avocat, un procureur écrit. Geneviève, non, mais complètement. Il sort complètement de son rôle. Il s'exprime en permanence comme s'il était encore dans un prétoire. Enfin, je pense qu'il n'a pas tout à fait compris qu'il était garde des Sceaux et que ça l'obligeait à un certain type de comportement qu'il n'a pas du tout. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, c'est effectivement une erreur. Oui. Jean-Luc Benamias. Et beaucoup de mal à comprendre la façon dont de ce Premier ministre de l'Intérieur gère tout ça. De la justice, de la garde des Sceaux, garde de la justice. Ouais. Il y a un vaste mélange. Ouais. C'est à chaque fois. Et il continue à être dans un système de communication permanent. C'est ça. Alors, voilà, même en écoutant ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qu'on vient d'entendre, je continue à avoir du mal à comprendre. Oui. Pareil, Benjamin Cauchy, ou vous comprenez qu'il intervienne ? Je suis d'accord avec tous les invités. Il n'est plus ministre de la Justice lorsqu'il se permet de répondre ainsi. Il outrepasse ses prérogatives. Il oublie qu'il a une charge ministérielle. Il est déjà en campagne présidentielle. Être ministre de la Justice, c'est le droit du tam-tam.
tous anti-marine, tous anti-marine. Vous voyez un petit peu? Et donc c'est tam-tam, tam-tam, tam-tam. À chaque fois qu'il y a un sujet qui peut lui permettre de taper un petit peu sur un adversaire qui veut se créer au sein de La République En Marche cherche à se créer l'adversaire Marine Le Pen au maximum, eh bien Éric Dupond-Moretti sort le tam-tam. Voilà, tous anti-marine, tam-tam. On va parler du 21 avril. Et ce n'est plus crédible. Oui, parce qu'en fait, il répond à Marine Le Pen alors que c'est Thibault de Montbrial qui a évoqué cette affaire. Donc c'est cela qui revient. Il change de métier, si je puis me permettre, Valérie, et qu'il aille postuler à La République En Marche. Il cherche certainement des porte-paroles pour aller faire le tour des campagnes et des régions. Voilà. Non, mais c'est même pas ça le problème, parce qu'on pourrait très bien être La République En Marche et ne pas s'exprimer de cette manière. Je pense que le souci, c'est qu'il parle comme s'il était dans sa cuisine le matin au petit déjeuner avec sa femme. Et qu'à un moment, quand on est ministre, on ne doit pas faire ça. Voilà. Voilà, mais que l'opposition utilise parfois des décisions de justice qui semblent incohérentes et qui permettent de pointer justement des failles d'une société qu'on dénonce depuis des années, à savoir un laxisme judiciaire, un affaiblissement tant sur le plan qualitatif que quantitatif des forces de l'ordre de notre pays. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel l'opposition peut justement, il s'appuie parfois sur des décisions de justice pour mettre en exergue ces problèmes. En revanche, un ministre de la Justice, lui, doit répondre aux problèmes, mais ne doit pas rentrer dans ce jeu de débat et de polémique quotidienne. Il est en dessous du niveau attendu. Après, il a été choisi pour ça. Hein. Oui, il a été choisi aussi parce qu'il est cette grande gueule qui s'exprime de cette manière-là. Hein. Donc il est dans le rôle qui lui a été assigné quelque part. Hein. Oui, absolument. On est d'accord. Oui. Bon, écoutez, on va marquer une pause et on va revenir sur le sujet des éoliennes. Des éoliennes, je ne sais pas bien. Moi. Non, mais je vois que nos auditeurs continuent à réagir sur les éoliennes, donc sur Facebook. Donc voilà. Non, les écoles, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les écoles sont un accélérateur comme les éoliennes de ventilation du virus? Est-ce que c'est prudent? Certains enseignants, je me suis rattrapée aux branches, hein, comme on dit. Les enseignants s'inquiètent à quelques jours de la rentrée scolaire, donc qui est fixée à lundi prochain. Est-ce que vous êtes inquiets? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous renverrez vos enfants à l'école de manière totalement sereine? On en parle dans un instant avec vous. On est avec vous jusqu'à midi pour débattre et commenter l'actualité. Les écoles doivent donc rouvrir lundi prochain. Les enseignants s'interrogent, s'inquiètent. Qu'est-ce qui a changé en 3 semaines? Moi, je vous pose la question. Marine Le Pen hier a déclaré qu'il ne faut pas rouvrir les écoles. Elle a déclaré que la contamination était toujours sur un plateau très haut. C'est vrai que on est sur un plateau qui est très haut. Il y a une décrue très légère des cas positifs. Néanmoins, est-ce qu'on a vacciné plus ? Un peu plus, mais pas les enseignants. Est-ce que des autotests sont prévus dans les écoles? Toujours pas. Pour les enseignants, toujours pas. Donc, vous avez répondu à tout, en fait. Non, mais je vous pose la question. Et moi, j'ajouterais, il y a un truc qui m'a fait un petit peu sourire, c'est qu'on a demandé à ce qu'il y ait une obligation de vaccination chez les enseignants à partir de l'âge de 55 ans. J'ai toujours cru que c'était leur âge de retraite aux enseignants à 55 ans. Donc, il doit y avoir combien de personnes? Mais si, la retraite dans l'éducation nationale, elle est à 55 ou 58. Pas du tout. Alors, autant pour moi. Alors, ça a peut-être changé. Autant pour moi, alors je suis désolé. Pour les femmes qui ont eu 3 enfants, oui, tu peux arriver à prendre ta retraite à 55 ans quand tu as eu 3 enfants. Ok, mais c'est pas le cas général. Hein. Bon, au final, ça fait peu de gens qui ont été vaccinés, effectivement, et il n'y a pas d'autotest, et il n'y a pas de vaccin, et ils vont fermer les classes au cas par cas, il va y avoir des centaines de classes de fermées. Voilà. Oui. Bon, il y a un début d'amélioration des chiffres quand même, des nouveaux cas. Il y a quand même, c'est réellement en baisse, Valérie. Clairement, pas en baisse, on est sur un plateau haut. Avec une diminution. Légère diminution. Légère diminution des nouveaux cas qui ne se traduit pas pour l'instant en termes de pression à l'hôpital. On est d'accord là-dessus. On peut aussi considérer que cette amélioration, elle est quand même due au relatif confinement qu'on vit, à la réduction des cas contacts, qui est elle-même liée sans doute à la fermeture des écoles, qui est à l'origine de ces bons chiffres. Donc à partir de là, on peut se demander si on rouvre ou pas les écoles. J'ai l'impression que la stratégie du gouvernement quand même et d'Emmanuel Macron est étroitement liée à notre degré d'acceptabilité des mesures et qu'aujourd'hui il n'y a plus d'acceptabilité de ces mesures. C'est tout. Ouais. Je pense que tout le monde n'en peut plus. Voilà, de ce confinement, de ces terrasses fermées, de cette vie. Et à partir de là, le gouvernement est sous une forme de pression de l'opinion publique et réagit à cette pression-là. Et c'est pour ça qu'il ouvre les écoles et c'est pour ça qu'il s'arc-boute à l'idée que de toute façon, mi-mai,
on rouvrira les musées, les terrasses et en commission. Oui, c'est ce qui a été annoncé selon une source, donc on ne sait pas quelle est la source, mais ce matin, effectivement, il y a un conseil de défense et il semblerait que début mai, il y ait un certain nombre de choses qui changent. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous dites, Geneviève, qu'il y a une baisse, une légère baisse, mais enfin, il faut l'étudier par secteur. Parce que moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Alors, c'est pas le sujet, c'est qu'on a vacciné uniquement uniquement par âge et pas du tout par zone géographique. Donc vous avez quoi? Vous avez les zones où il y a une grande densité de population, où ça augmente. Donc il est évident qu'on ne peut pas dire on va rouvrir toutes les écoles ou fermer toutes les écoles, à mon sens. Il faut rouvrir les écoles dans des zones de faible densité de population et les laisser fermer dans des endroits où effectivement le virus circule parce qu'on est nombreux. C'est tout. Oui. Benjamin Cauchy. Oui, alors moi je ne me situe pas comme enfermiste, je vais surtout, je ne suis pas épidémiologiste, alors ce que je constate c'est que ça fait quand même 2 semaines et demie que nos enfants sont retirés de toute vie scolaire dans les établissements et que, comme le dit Geneviève, effectivement il faudrait peut-être prendre un microscope pour voir effectivement que nous sommes sur un plateau, mais en tout cas fermeture ou non de l'école, il y a toujours un nombre de cas qui est extrêmement important. De la même manière qu'il y a toujours eu un nombre de cas qui a évolué, que les restaurants soient ouverts ou fermés. Ça je ferme la parenthèse. Alors moi, ce qui est certain, c'est que moi, en tant que père de famille, lundi matin, je peux vous assurer que mon fils qui est en CE2 sera à l'école. Il sera à l'école parce que, au-delà du risque du virus, je m'inquiète pour la santé mentale de nos enfants. Et la vie sociale, le fait d'avoir des copains de classe, le fait de pouvoir avoir un référent et une autorité autre que celui des parents. Et les parents ne sont pas des professeurs. Moi, je pense qu'il en va de la santé mentale de notre jeunesse et que cet investissement que nous devons être capables, par les autotests, peut-être par une territorialisation, effectivement, de réouverture. Je suis assez d'accord avec Mathieu, s'il y a vraiment des zones qui sont extrêmement sensibles, pourquoi pas les contraindre encore un peu. Mais soyons au clair, il y a énormément de départements dans lesquels les enfants non seulement auraient la chance, pour moi c'est une chance de pouvoir retourner à l'école. Donc je pense que Marine Le Pen fait de la politique au mauvais endroit sur ce coup. Oui, mais on peut quand même se poser des questions sur ce qui s'est passé depuis 3 semaines. Oui, mais en matière de prévention, de précautions sanitaires, on a vu qu'il y avait de plus en plus, il y a des auditeurs qui nous disent dans l'école de ma fille, il y avait 3 classes de fermées, il y a eu beaucoup de classes de fermées et les vacances scolaires arrivaient quand même plutôt bien pour rebondir ce que dit Benjamin, moi j'ai été très inquiète du chiffre de 20% d'enfants et de petits-enfants atteints aujourd'hui de dépression. Donc effectivement, c'est plus possible. On ne peut pas répondre à un mal par un autre mal, en fait. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y aurait peut-être des mesures qui auraient pu être prises pendant ces 3 semaines. D'autotests systématiques dans les écoles, de prévention. Mais le problème, Valérie... Jean-Luc Benamias. Le problème par rapport aux autotests, qui les fait ? Est-ce que les institutrices sont, ou instituteurs, mais c'est souvent des institutrices, sont en capacité de... quels sont les moyens qu'on met à disposition? Et moi, la nouveauté depuis 3 semaines, vous la connaissez tous, c'est que nos concitoyens, à tort ou à raison, ne veulent plus de l'AstraZeneca. Et que tout était fait par rapport à cela. Et c'est ça la difficulté. Vous avez vu ce week-end sur plusieurs villes où les centres étaient ouverts et il n'y avait personne. Personne n'y allait. Je dis bien à tort ou à raison parce que je n'ai pas d'avis affirmatif sur AstraZeneca, pas AstraZeneca, mais c'est bien le problème. C'est qu'à un moment donné, et donc c'est pour ça que, et c'est là où je comprends toujours pas la ligne gouvernementale, pourquoi dire maintenant plus de 55 ans si des gens veulent se faire vacciner à l'AstraZeneca, qu'on ouvre totalement bien sûr. Pour ceux qui sont volontaires, totalement. Et il n'y a plus de question d'âge, il n'y a plus de question de voilà. Et on continue, je sais qu'on le dit régulièrement sur Sud Radio et pas uniquement, on navigue à vue par rapport à ça. Et sur ce qu'a dit Benjamin, je suis d'accord, moi. C'est vrai que c'est risqué pour les familles, pour les anciens, que les enfants aillent à l'école. Mais à un moment donné, c'est obligatoire. Cette perte de sociabilité est absolument catastrophique. Catastrophique. Et je dis ça pour les écoles et pour les collèges. Et les parents, puisqu'on privilégie le télétravail, vous ne pouvez pas faire du télétravail si vous avez les enfants chez vous tout le temps, c'est compliqué. Sur la tête, ça c'est sûr. Voilà. En plus, on a vu à quel point lors du confinement de mars dernier. À la maison, je peux vous assurer que c'est pas mal. On a vu lors du confinement de l'année dernière à quel point en plus ça avait
accru un certain nombre d'inégalités sociales, et l'inégalité des enfants en fonction des catégories auxquelles ils appartenaient devant l'éducation à la maison, certains étant en total décrochage à l'issue de ces quelques semaines de confinement. Oui, mais encore une fois, c'est pas la polémique sur ce que j'évoque. Je suis d'accord qu'il faut et que la France s'honore d'avoir réussi à maintenir ses écoles ouvertes, mais c'est les précautions qui sont prises quand on sait que le virus aujourd'hui peut être transmis, et c'est le cas par les enfants. Oui, mais on ne doit pas avoir un débat en se demandant est-ce que les instituteurs et les institutrices sont susceptibles de pouvoir faire le test salivaire. Oui, ils doivent le faire. Il n'y a pas de on ne doit pas transiger là-dessus. Oui, comme ils font l'appel, ils font le test salivaire. Mais comment ils le font? Elle est toute seule dans la classe. Elle accueille une classe de 35 élèves, de 30 élèves. 35, c'est la fourchette haute. Mais non. Si, en primaire, si. En primaire, c'est pas 35. C'est pas 35 en primaire. Maison 22 à 25. Ça dure combien de temps les tests salivaires? Ça va durer longtemps. La récréation est déjà commencée quand elle a fini les tests salivaires. Non. Les parents les font chez eux. Mais si. Bon. Il faut savoir que ce sont des maternelles ou des primaires, des maternelles. Ça n'avance pas à vitesse grand V, les maternelles. Ouais. Alors, donc peut-être pour élargir le sujet, on apprenait ce matin que l'exécutif prévoit de lever le 2 mai prochain l'interdiction de s'éloigner de plus de 10 km de son domicile, d'alléger le couvre-feu et de rouvrir à partir de mi-mai les terrasses, commerces non alimentaires et les lieux de culture avec des jauges réduites. Donc c'est une source proche de l'exécutif. Maintenant, quand on sait que parfois il y a une source qui dit une chose et que le lendemain le président de la République dit autre chose, il faut peut-être être prudent, mais le président de la République doit reprendre la parole pour annoncer ses modalités. Et je pose la même question, qu'est-ce qui a changé depuis 3 semaines? Depuis 3 semaines, rien n'a changé. Mais vous savez, ils sont encore traumatisés par le déconfinement totalement raté d'il y a près d'1 an. C'est surtout ça. Ils ne vont pas recommencer les mêmes erreurs. Ce déconfinement géré par quelqu'un qui était nommé Premier ministre d'ailleurs dans notre pays, vous savez. C'était Monsieur Déconfinement, ça a été un échec absolu. Il n'y a eu aucun contrôle dans les restaurants, rien, il y a eu des abus délirants. On a vu ce que ça a donné. Ils veulent faire le contraire de ce qu'il y a eu au mois de juin dernier. Ouais. Comment vous y croyez ou pas alors vous à ce déconfinement à partir du 2 mai? Jean-Luc Benamias. Moi, je pense qu'à un moment donné, la population, et je l'ai déjà dit sur cette antenne régulièrement, peut plus tenir. Donc, à un moment donné, voilà. Après, est-ce qu'il faut territorialiser ou pas? C'est le débat. Peut-être. Mais évidemment, il y a des différences. Mais je crois qu'on est obligé, à un moment donné, d'ouvrir. De toute façon, pour plusieurs raisons. Des raisons économiques, des raisons sociales, toutes les raisons. Des raisons psychologiques. Oui, psychologiques. Psychologiques, prioritairement, tu as raison. Et attendez, je voudrais rajouter quelque chose. Aujourd'hui, si vous vous faites vacciner, quel est l'intérêt au final si vous ne pouvez rien faire? Il y a aussi ça, c'est que pour inciter les gens à se faire vacciner, il faut leur donner un petit peu de liberté. Sinon, ils ne se vaccinent pas. Oui, absolument. Benjamin Cauchy. Oui. Vous y croyez ou pas? Votre question, Valérie, quand même, sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 semaines, notamment par rapport à l'éducation nationale. On s'attendait effectivement, on entend toujours beaucoup de ministres nous parler de plan d'attaque, de plan de relance. On vous entend plus. C'est les enfants qui ont débranché le Zoom. Benjamin? Ils ont marché dessus. Ils ont marché sur le Zoom. On vous entend plus, Benjamin. Oui, peut-être bien sur ce qui a changé. Vous dites depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Mais il y a un ras-le-bol qui est de plus en plus. Voilà, il y a une envie de liberté qui est de plus en plus forte. Et il y a un moment où il faut que sanitaire contre la liberté. Je fais de la provoque volontairement. Non, mais par exemple, imaginons que vous voulez déménager à 15 km de chez vous, vous avez des travaux dans un autre logement, vous ne pouvez pas y aller, alors que vous êtes tout seul dans un endroit. C'est absurde. Voilà, il y a plein de décisions totalement absurdes. Pourquoi 10 km? On ne sait pas. 10 km, c'est-à-dire que moi, je vais vous dire un cas très pratique. J'habite Neuilly-sur-Seine. Si je veux aller à Nation, je crois que ça fait plus de 10 km, j'ai pas le droit. C'est absurde. Benjamin, on vous a retrouvé. Alors, ce qui a changé? Oui, donc finalement, il n'y a rien qui a changé. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas eu. On attendait une stratégie claire de la part de Jean-Michel Blanquer et on ne l'a pas eu. Et donc, ils auraient très bien pu, par exemple, décaler la journée de lundi à mardi et de former l'ensemble des enseignants aux autotests le lundi 26 avril, avec une armée de médecins qui sont censés aller piquer AstraZeneca, qui auraient très bien pu aller, par exemple,
à rentrer dans tous les collèges et dans toutes les écoles de France. Il y a bien un médecin généraliste par commune. En tout cas, on peut les déléguer pour qu'ils aillent former le corps enseignant. Voilà des choses pratiques. Mais pour le coup, on a un gouvernement qui, comme le disait Jean-Luc, qui pilote à vue. Et à défaut d'avoir des réponses, parce qu'on a très bien conscience que c'est compliqué et que le virus est impalpable, on a très bien conscience que c'est extrêmement difficile à gouverner, mais pour autant, qui nous donne des pistes, qui nous donne des pistes de travail. Les Français, pour accepter les contraintes, ont besoin effectivement d'une carotte, on va appeler ça l'ouverture des terrasses, mais ont aussi besoin d'avoir le sentiment d'avoir un capitaine à bord. Et là, aujourd'hui, malheureusement, cette tergiversation hebdomadaire fait que les gens ont l'impression qu'il n'y a plus de... Alors un autre auditeur nous dit depuis 3 semaines, ce qui s'est passé, c'est que les Français voient les pays voisins déconfinés. En France, 400 morts par jour depuis plus d'1 an, au contraire des autres pays. C'est vrai que nos voisins sont en train de déconfiner. Et puis on est sauvé puisque Sheila va faire la promotion du vaccin de l'AstraZeneca. Vous n'avez pas vu ça? Non. Le gouvernement mise sur les people et c'est Sheila la première qui s'y est collée. Figurez-vous qu'il ne faut pas se moquer d'elle. Elle vient de sortir le meilleur album de sa carrière. Il paraît, de sa on va carrière. la recevoir Incroyable. très bientôt. Oui. Donc, J'allais le dire. Jacques Lantier aussi, peut-être. Pardon. Oui, Jean-Luc. On va demander à Jacques Lantier. Je trouve, c'est dommage parce que je pense que Sheila a assez subi dans sa vie, elle le raconte très bien elle-même. Je pense que faut arrêter. Je pense que, effectivement, je n'étais pas un admirateur quand j'étais gamin de Sheila, ça m'agaçait dans mes oreilles ras-le-bol. Mais je trouve que cette femme se débrouille vachement bien. Moi. Oui, voilà. Non, elle se débrouille très bien. Elle est dans une le forme truc le plus drôle qu'on ait jamais eu sur les people et le vaccin, c'est Amanda Lear qui s'est fait vacciner et qui a dit maintenant je vais vous donner mon âge parce qu'elle mentait sur son âge, elle disait qu'elle avait 30 ans de moins. Elle a quel âge en fait? Elle est née en 1938 en fait. Et d'un seul coup, elle a... Pas mal, 38. Elle est née en 38. Ah oui, c'est qu'elle avait juste un peu plus de 55 ans. Non. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On donne pas l'âge des dames. Voilà. On se retrouve dans un instant. 21 avril aujourd'hui. Que reste-t-il du Front républicain? En 2002, la qualification de Jean-Marie Le Pen avait été un coup de tonnerre. Qu'en reste-t-il? On en parle avec vous. 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc nous sommes le 21 avril. Vous vous souvenez certainement du 21 avril 2002. Il y avait eu un front républicain pour éviter l'élection de Marine Le Pen. Aujourd'hui, la moitié des électeurs de Jean-Marie Le Pen, pardon, effectivement, Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, la moitié des électeurs de gauche disent qu'ils n'iraient pas voter en 2022 pour faire barrage au RN. Message d'un de nos auditeurs, Xavier. Il dit « Électeur de gauche depuis toujours, j'en ai connu et approuvé des fronts républicains contre la famille Le Pen. Mais cette fois-ci, c'est fini, ce sera sans moi. » Ça vous étonne ou... Moi, je vais être un petit peu cash. Je vais vous dire, la position des électeurs de gauche là-dessus, on s'en fout aujourd'hui. La vérité, elle est là. Et la vérité, c'est que les voix de gauche, bout à bout, ça fait moins que le Rassemblement national. Chez les classes populaires, c'est 19%, en global, c'est 22%. Voilà. Et qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'il y avait en 2002, vous avez des gens qui disent, entre Marine Le Pen et un Mélenchon, je ne vote pas Mélenchon. Ouais. Et ça, c'est nouveau. C'était pas le cas avant, en cas de duel gauche-droite. Ouais. Donc, ça n'a plus rien à voir. En plus, on vote contre aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas l'électorat de gauche qui fera basculer l'élection, je pense. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura un front républicain, Geneviève Gauthier? Non, je ne crois plus au front républicain. D'abord, c'est plus... Ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, c'est surtout ça. Oui, c'est plus Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen. Donc déjà, ça, c'est un petit peu différent. Je me souviens très bien du 21 avril. Ouais. À l'époque, j'étais à l'antenne, j'étais journaliste politique, et ça a été la sidération. Et ensuite... cette espèce de gravité de partout, de l'ensemble de la classe politique, la gravité de Lionel Jospin, la gravité de Chirac aussi, qui subitement se retrouvait investi d'une forme de mission, de lutter. Qu'il a raté. Oui, absolument, qu'il a complètement raté. Mais bon, à ce moment-là, il y avait cette gravité, il y a eu cette immense manifestation. Bref, aujourd'hui, on n'en est plus là parce que c'est plus Jean-Marie, encore une fois. Donc, c'est plus les outrances verbales, c'est quelque chose de complètement différent avec sa fille. Et puis, je pense que ces thématiques sont désormais au cœur du débat politique. Et elle a gommé les outrances, elle a gommé les outrances verbales essentiellement, hein. Elle a gommé tout ça. Elle a gommé tout ce qui était les aspérités de Jean-Marie Le Pen. Et donc, du coup, il est beaucoup plus facile pour toute une fraction de l'électorat de plus jouer ce front républicain. Il y a eu aussi des populistes au pouvoir dans d'autres pays européens. Hein. On l'a vu en Italie, on le voit aujourd'hui en Hongrie. Donc ça fait aussi moins peur. Et puis, je pense qu'il y a aujourd'hui...
Marine Le Pen, ça reste une transgression. Ça resterait une transgression de voter pour l'extrême droite. Mais il y a finalement la volonté, la tentation de la transgression, en fait. Mais il y a aussi, et c'est ce que précise l'auditeur, Xavier, il dit tant pis s'il s'en fout de la gauche, mais ça fera toujours des voix en moins contre Macron. Et il y a chez une certaine partie de l'électorat, un vote contre qui est très évident. Le réel, c'est que si Marine Le Pen est élue, elle a quasiment aucune chance de remporter les législatives. Donc elle fera uniquement quoi? De la politique étrangère? Bon, c'est ça le problème qui peut se passer. Jean-Luc Benamias, Front républicain. Merci Benjamin. C'est exactement là-dessus que j'allais intervenir. Non, c'est Mathieu Alterman. Mathieu, pardon. Les deux, si c'est bien ça qu'on aura dans un an, qui arrivera dans un an, n'ont, de mon point de vue, aucune chance d'avoir une majorité législative. Ah, voilà. Ce qui fait qu'on rentre dans un débat assez incroyable, qui est que l'un des deux peut être président ou présidente, mais qu'il y aura un gouvernement de cohabitation. Car à ce niveau-là, la vague qui a souvent eu pour les législatives depuis le passage du quinquennat, de mon point de vue, n'existera pas. Et que dans ce cadre-là, et la droite et la gauche, même dans l'état où elle est, peuvent très bien se dire qu'aux législatives, ils peuvent avoir la majorité. Alors globalement, c'est plutôt la droite qui peut avoir une majorité aujourd'hui aux législatives, si on en croit l'ensemble de la situation politique française. Mais je ne vois pas du tout, ni l'un ni l'autre, avoir une majorité aux législatives. Je sais pas. Je sais pas ce qui vous autorise à dire ça, en fait. Ce qui m'autorise à dire ça, c'est la crédibilité aujourd'hui de l'ensemble des députés qui sont encore à La République En Marche et qui, globalement, pour une grande partie d'entre eux, n'existent nulle part. Oui. Je vois un auditeur qui dit Sud Radio néglige la voix de la France insoumise. Sauf que dans les derniers sondages, ça ne compte pas tellement non plus. Les Verts, c'est pareil. La France insoumise, ça pèsera rien. C'est que dalle. Ce sera 20% des voix. C'est tout. Oui, non, alors il peut y avoir aussi les Républicains. Mais la seule alternative à ce débat, à ce duel qui nous semble imposé aujourd'hui, c'est effectivement une personnalité issue des Républicains ou de la droite, enfin de la droite modérée, de la droite républicaine qui arrive au second tour. De mon point de vue, seul quelqu'un issu de la droite républicaine serait aujourd'hui en mesure de battre Marine Le Pen au second tour. Parce que face à Emmanuel Macron, le risque, c'est une abstention massive. Et à la faveur de cette abstention massive, Marine Le Pen peut arriver au pouvoir. Sauf si la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est d'être élu président avec un gouvernement de cohabitation de droite. Ce qui est possible. Benjamin Cauchy. Oui. Le Front républicain n'aura pas lieu. Je vais juste vous donner un chiffre. On parlait de la France insoumise. On va faire plaisir à l'auditeur qui disait qu'on n'en parlait pas et qu'on sous-estimait la France insoumise. Dans le dernier sondage, je crois que c'est un JDD qui donnait Mélenchon aux alentours de 11%. Et dans le cadre d'un duel Le Pen-Macron au second tour, comment se répartiraient les voix de Jean-Luc Mélenchon? Un quart pour Macron, un quart pour Le Pen et 50% à la pêche. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec Mathieu. Le Front républicain n'est plus et on ne peut plus compter. Les gens de gauche ne se feront pas désabusés comme ils l'ont pu être à plusieurs reprises. Maintenant, moi, ce duel, j'y crois pas un seul instant. J'y crois pas un seul instant parce que tant de choses peuvent changer pour Emmanuel Macron qui est aux commandes. Quid de l'évolution de la crise épidémiologique, quid du plan de relance qui, quand même, n'est toujours pas ratifié quand même par la Cour suprême allemande. Hein, donc le plan de relance n'existe toujours pas. Donc l'avenir politique d'Emmanuel Macron est extrêmement lié à l'issue du Covid, la manière dont ils vont pouvoir regoûter à cette liberté privée qui commence sérieusement à taper sur les nerfs à tout le monde. Et puis Marine effectivement est en train d'indice de se chiraciser, des angles. Il est hors de question de quitter l'Union européenne, il est hors de question de toucher à Schengen. Bon, il y a énormément de sujets qui finalement la font perdre un petit peu de son socle originel. Je suis assez d'accord avec Geneviève, pour moi, il y aura un troisième homme. Il y aura un troisième homme qui sera issu de la droite républicaine et patriote. Geneviève, je crois qu'on ne peut pas l'omettre. Et quand on regarde par exemple
La présidence des Républicains, c'est un jeune homme qui s'appelle Guilhem Carayon, qui est issu de Oser la France. Et voilà, les jeunes républicains ont pris un jeune homme plein de talent qui tape du poing sur la table, qui est beaucoup plus ferme sur les questions régaliennes, beaucoup plus ferme sur les questions d'indépendance nationale. Donc moi, je pense que le prisme de la droite est en train de bouger et que effectivement, il y a de la place pour un troisième homme qui se situe en dehors des partis, en dehors du bâche, et qui ne s'appelle pas Le Pen, parce que c'est une et aussi, indépendamment des qualités de chaque candidat, quand on a un nom de famille qui est quand même marqué historiquement et politiquement. Oui, alors on vous entend, ça coupe énormément. Sachant qu'on peut rajouter un autre problème, c'est qu'on se souvient tous du débat catastrophique qu'a vécu Marine Le Pen. A-t-elle réellement travaillé depuis 4 ans? J'en doute fort quand on voit le dernier débat où elle expliquait que si elle est au pouvoir, elle emprunterait à des taux de 2%, alors que les taux sont négatifs aujourd'hui. Elle ne connaît toujours pas les dossiers. On a quelqu'un qui n'a pas travaillé. Son élection serait une catastrophe. Oui, mais sur le plan technique. Mais on aurait pu penser qu'elle se fasse coacher, qu'elle travaille. Il y a eu combien de millions d'électeurs qui ont voté pour elle? C'est aussi une catastrophe. Pardon? La réélection de M. Macron, le président de la République, serait aussi une catastrophe. Oui, mais donc il se passe quoi dans un cas Macron-Le Pen? Je l'affirme, il n'y a pas de majorité parlementaire, de majorité dans le corps électoral autour de ces deux personnes. Ça se voit partout. Et je ne me résous pas au fait de penser que la gauche et les écolos, même si on sait que c'est extrêmement compliqué, j'en sais quelque chose, ne réussiront pas à un moment ou à un autre à réexister. Et on peut le dire aujourd'hui, bien sûr, ça peut peser 20%, mais globalement, on sait aussi que dans les différentes élections, la gauche, et ça se verra peut-être aux élections régionales prochaines et aux départementales, peut peser aussi de 30 à 35% dans l'opinion publique générale. Non, j'y crois pas. Non, mais elle garde un socle électoral en région et un socle. Elle l'a montré au municipal aussi. Et ça se verra au régional. C'est différent les municipales. C'est un vote très différent. Non, mais en plus, non. Les dernières municipales, c'était une vague bleue, beaucoup plus que qu'à gauche. D'accord, mais bon, Anne Hidalgo a été réélue. Oui, mais avec une abstention record. Mais partout. Il y a eu une prime au sortant partout. La question du début, c'est le Front républicain. C'est-à-dire, si on imagine un Macron-Le Pen, est-ce qu'il y aura un Front républicain? La réponse semble être non. Non. La réponse est non. Je vous lis juste Guillaume Tabar, qui est journaliste politique au Figaro, dit: 1 an avant la présidentielle, on disait De Gaulle réélu au premier tour, Giscard invincible, Barre devant Chirac, Balladur haut la main, Jospin favori, DSK loin devant et Juppé en majesté. Et c'est-à-dire dans le Figaro un retour sur les sondages et le climat politique à chaque échéance qui, effectivement, 1 an avant, voilà, ce ne sont que des supputations. Oui, Jean-Luc. Pour ça. On aura un premier exemple de ces différents fronts potentiels aux élections régionales et on verra dans les différentes régions quand les éléments de vrai vote seront mis en place, qui se désistent ou qui ne se désistent pas. Car vous aurez beaucoup de triangulaires, voire de quadrangulaires aux élections régionales. Et on verra là, 1 an avant la présidentielle, un peu moins d'1 an avant la présidentielle, ce qui se jouera à la présidentielle. Ceci dit, il faut quand même rappeler qu'il n'est jamais arrivé depuis l'élection, si je ne me trompe pas, de Giscard, qu'on ait une majorité reconduite. Puisqu'on a à chaque fois jonglé avec des sorties de cohabitation. Vous voyez, donc effectivement, il y a quand même très peu de chances que cette majorité soit reconduite. Ça n'a pas été le cas avec Sarkozy, on est passé à Hollande. Avant, non, ça n'arrive jamais. Chirac sortait d'une cohabitation avec Jospin quand il a été réélu. Voilà, oui, puis on est passé au quinquennat avec maintenant des législatives. D'ailleurs, la règle du jeu est très différente. Ça n'arrive jamais. Absolument. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin. On a essayé d'évoquer cela et je pense que tout ce qu'on vient de dire ne sera plus vrai dans quelques semaines. Mais bon, c'est toujours intéressant de s'interroger. 21 avril, ça a été effectivement un événement politique majeur en 2001. Les choses ont changé. Je vais dire une chose. 21 avril, ça a eu lieu parce que Jospin, qui était en pleine embellie économique, a sous-estimé le problème d'insécurité. C'est pour ça qu'il n'a pas été qualifié au deuxième tour. 9 candidats de gauche. Non, mais parce qu'il avait chevènement, parce qu'il avait Taubira, parce qu'il y a eu une grosse division de la gauche. Voilà pourquoi il n'a pas été au second tour aussi. 9 candidats. Plus le vieilli usé fatigué, est-ce qu'elle sera jamais mépriser l'adversaire. Est-ce qu'elle sera plus rassemblée, la gauche? Il est permis d'en douter, mais on verra. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.